Bonjour à tous. Cette séance du Centre d'Alembert est dans la poursuite des séances précédentes, c'est-à-dire sur le thème des crises climatiques, alertes environnementales et qu'est-ce que l'on pouvait faire au niveau de la recherche, qu'est-ce que ça avait comme conséquence sur nos activités de recherche. Et aujourd'hui, lors de cette quatrième séance, nous recevons Jean-François Guégan, qui est directeur de recherche à l'INRAE et À l'IRD aussi. à l'IRD également, ainsi que Harold Levrel. Dans un premier temps, c'est Jean-François qui va commencer par nous présenter un de ses sujets de recherche pendant une 30 à 40 minutes, puis ça sera suivi de la présentation d'Harold Levrel et on procédera à une discussion à la fin de ces deux présentations. Donc, je laisse tout de suite la parole à Jean-François. Merci. Merci. Merci beaucoup du coup pour cette invitation. Donc, le thème, est-ce que je parle suffisamment fort là, comme ça? Oui, ça va, ça va. Donc le thème que j'ai proposé, bon, évidemment, tourne autour des changements climatiques et de leurs effets et conséquences sur les maladies infectieuses. C'est un sujet que je traiterai uniquement, celui des maladies infectieuses, comme je l'expliquerai plus avant. Et puis un sous-titre sur lequel j'ai commencé un peu à réfléchir durant cette pandémie, et donc je vais immédiatement vous parler de deux dieux grecs, même de trois, qui sont Aion et Chronos en particulier, avec un troisième que je vous présenterai après, et qui s'amusent autour des notions du temps long, temps court, le temps des bifurcations, pour les gens qui ont l'habitude de travailler sur les systèmes dynamiques. Et puis finalement, l'importance de ce temps dans la compréhension et la connaissance scientifique, ça me semble extrêmement important, on tente à l'oublier. Donc ici, vous avez les logos des instituts d'appartenance. J'appartiens à deux UMR, et puis, même si on n'a pas le droit, ma direction m'a placé dans deux UMR. Et puis ici, ce sont les financements que je reçois actuellement pour continuer encore mon activité de recherche sur le terrain, donc essentiellement en Guyane française, Brésil et Suriname. Quand je dis sur le terrain, c'est vraiment sur le terrain en forêt profonde. Voilà. Donc je vais commencer par finalement une présentation du sous-titre dans un premier temps, parce que je vais essayer un peu de jumeler à la fois des résultats issus de la recherche scientifique, pas obligatoirement d'ailleurs les miens, mais ceux voilà, qui sont présents dans la littérature scientifique internationale aujourd'hui autour des thématiques changements climatiques et santé, particulièrement maladies infectieuses, avec quelques idées épistémologiques ou philosophiques autour de ces recherches. Alors, dans un chapitre de livre assez récent avec des philosophes qui a été produit en début d'année, publié en début d'année chez Belin, j'ai produit donc avec Patrick Giraudoux, qui est professeur à l'université de Besançon, cet article réfléchissant autour des notions du temps, avec deux dieux grecs que je vais juste vous présenter à l'instant, qui s'affrontent sur ces notions de temps. Alors je l'ai illustré de cette manière. Ici, c'est le temps que l'on imagine et la prolongation du temps. Et puis ensuite, vous avez le temps en rouge, celui des bifurcations dans des systèmes complexes que j'ai dessiné un peu en rouge. Et puis les différentes solutions qui peuvent exister par rapport à un temps T0. Et les Grecs anciens avaient l'habitude de définir plusieurs notions du temps, et ils rapportaient d'ailleurs des dieux. Un premier dieu, c'est le dieu qu'on connaît le plus, celui qui va marquer finalement notre histoire, jusqu'à notre histoire récente, qui est Chronos. Donc le dieu s'écrit avec un K majuscule, bien entendu. Donc le temps Chronos, c'est celui qu'on va retenir dans l'histoire, c'est-à-dire le temps rythmé, celui de la seconde, de la minute, de l'heure, du jour, de la semaine, mais c'est jamais du temps dans sa projection longue, c'est-à-dire des dizaines ou des cinquantaines, voire des siècles entiers.
Donc ça, c'est une première notion du temps, le temps chronos, hein, c'est le temps un peu de l'immédiateté en réalité. Et puis ensuite, vous avez un deuxième temps qui est le temps kéros, c'est-à-dire c'est celui de l'avant et de l'après, c'est celui de la bascule. Alors vous avez des philosophes français hein, qui se sont intéressés à ces notions, Gilles Deleuze, Jan Kelevich en particulier, mais pas uniquement. Et donc le temps kéros, c'est celui avant ça n'existe pas, et puis on est dans un système de bascule où un événement intervient, et puis on tombe dans une autre existence, en réalité, d'accord. Donc ça, c'est le temps kéros. Et puis ensuite, vous avez le temps aion, avec le dieu Aios. On dit aussi le dieu éon, dans sa transcription latine. Et puis, c'est celui du temps long, du temps dynamique, du temps des bifurcations, du temps, finalement, de l'imprévisibilité. Et puis, le dieu Aion qui s'y rapporte est un petit malin qui n'arrête pas de faire des sauts dans le futur, hein, c'est-à-dire qu'il emprunte des bifurcations pour construire un temps futur non linéaire. Et ici, vous avez les représentations de ces trois dieux, hein, que je vous rappelle, Kéros, donc qui est illustré, vous voyez, avec des ailes, Aion ou Éon. Voilà, on l'imagine, on l'interprète souvent dans un cercle, hein, notamment ici c'est pas un cercle, mais c'est souvent un cercle, le cercle zodiacal, et puis Chronos, celui qui finalement retiendra l'histoire. Les deux autres dieux ont été plus ou moins oubliés. Donc vous avez toute une iconographie à ce sujet, mais sachez que Chronos, par exemple, hein, Chronos, hein, finalement, c'est Saturne hein, chez les latins, hein, d'accord, chez les Romains. Chronos va, lui, émasculer son père Uranos, ou Uranus, avec une faux, hein, comme illustré ici, c'est-à-dire qu'il va supprimer tout passé. Et puis Chronos va lui aussi éliminer, comme illustré ici hein, sur cette peinture, va éliminer toute descendance. C'est-à-dire qu'il va donner aucun futur à lui-même, d'accord. Et donc c'est un peu le temps qu'on retiendra, donc celui qui a supprimé à la fois le passé et qui va supprimer aussi tout futur existant quant à son propre avenir. Et donc actuellement j'essaie d'interpréter combien la recherche est inspirée finalement par ce jeu entre notamment ces deux dieux, hein, Chronos et Aion. Aion, le temps long, le temps de la dynamique non linéaire, et en particulier, hein, pour vous livrer un thème de réflexion que j'ai actuellement dans mon champ, hein, qui est celui de la biologie. Je suis biologiste, épidémiologiste, mais avec des approches plutôt en dynamique de population, donc à travailler plutôt dans le temps long pour comprendre le phénomène de transmission épidémique. Et donc, je réfléchis un peu actuellement autour de finalement de ce que nous disent ces finalement ces connaissances sur ces dieux grecs du temps. Et il me semble, par exemple, dans le champ de la biologie qui est le mien, eh bien la biologie, comme on l'a fait dans la plupart du temps, c'est-à-dire d'une biologie mécanistique qui se fait au laboratoire, a un peu comme Chronos avalé toute autre existence finalement de recherche, voilà, à supplanter jusqu'à la mienne. Hein, c'est les interrogations qu'on pourrait faire ensemble. Donc toute idée de temps long, de dynamique. Voilà, dans le passé, hein, moi c'est ce que j'ai connu ces 38 dernières années, mais finalement continue à le faire, c'est-à-dire à absorber, à avaler toute autre connaissance finalement qui n'est pas et qui relève pas de sa propre connaissance mécanistique. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui la biologie n'a pas de compréhension du temps long. Effectivement, et nous avons d'ailleurs très peu en France, on en a quelques-uns, mais très peu de gens qui font de la dynamique de population, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à l'évolution dans le temps long des populations d'espèces, et me concernant, eh bien, des agents infectieux qui circulent et qui reviennent
sous forme épidémique. Donc voilà, donc changement climatique et santé, donc je reviendrai de temps en temps avec ces dieux Aion et Chronos, bien entendu. Donc changement climatique et santé avec quelques mises en garde. Tout d'abord, ce thème pour moi n'est pas un sujet de recherche, mais ce que j'appelle un méta-sujet qui va exiger de la profondeur de pensée, du recul, du temps de compréhension. Et finalement, il peut difficilement constituer un thème pour les premières années de recherche d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur, selon moi, et pour les raisons que je viens d'exposer et celles que vous comprendrez au cours de cet exposé. Le méta-sujet est complexe, comme beaucoup de sujets à l'heure actuelle, et puis on assiste à une fabrique des experts, c'est-à-dire on invente des experts sur ces thèmes-là, pratiquement dans le mois ou dans l'année, alors que je suis en train de vous dire que pour comprendre ces sujets-là, il faut une certaine profondeur de compréhension et une forme d'objectivité aussi. Et j'y vois là une responsabilité des institutions et organisations de la connaissance à cette fabrique des experts. Alors j'ai été confronté à un expert, ne traitant pas du changement climatique et de la santé, mais j'ai évalué l'IHU de Marseille et j'ai participé à l'inspection générale quant à cet institut. Donc c'est quelque chose qu'on pourra discuter aussi, comment nos systèmes arrivent aujourd'hui à fabriquer des experts et que fait-on pour empêcher ces experts d'être aussi bien mis sur un piédestal. C'est une question essentielle. D'ailleurs, on n'a absolument pas vu notre ministre de la Recherche à l'époque, Vidal, intervenir à ce propos. Le métasujet est ou peut-être finalement tendancieux par l'intervention de pensées politiques, religieuses. Alors, je suis le thème changement climatique et santé depuis environ maintenant trentaine d'années. Il est très inspiré dans la communauté anglo-saxonne nord-américaine par une pensée de chercheurs, mais qui appartiennent à des obédiences évangélistes ou pentecôtistes. Et donc, ils vont influencer, le sujet étant vu et perçu finalement comme un énième châtiment sur cette civilisation. La pensée scientifique peut être traversée par des éléments extérieurs de la sorte, effectivement. Et le métasujet fait l'objet de croyances ou de connaissances perceptionnelles. Alors, qu'est-ce qu'une connaissance perceptionnelle, par exemple, dans mon domaine de recherche, c'est-à-dire la viande de brousse transmet des infections, est responsable d'épidémies, de pandémies. Non, la consommation de viande de brousse transmet extrêmement peu d'infections et de parasitoses. Extrêmement peu. Quand vous lisez la littérature, vous allez trouver 2 ou 3 articles scientifiques qui vous révèlent finalement qu'il y a quelques parasites qui se transmettent ainsi. Mais c'est plutôt le contact que peuvent avoir des chasseurs de viande de brousse par les morsures, les égratignures, le contact avec les fluides, la bave, l'urine, les fécès, ou des projections issues de l'animal atteint par une flèche ou une balle qui eux sont des éléments de risque de transmission. D'accord ? Donc voilà ce qu'est une connaissance perceptionnelle, c'est-à-dire on croit que, et il est dit que, les journaux transmettent cette information, mais quelle est la base scientifique qui la supporte? Très peu de temps, très peu de choses, parce que la transmission, pour cet exemple-là, se passe différemment ou autrement. Et plusieurs de ces caractéristiques s'appliquent aussi au métasujet biodiversité santé, qui est mon deuxième thème de recherche, et on verra quelques illustrations à ce sujet. Alors, on a eu tous l'habitude, un peu, ces 30 à 40 dernières années, de voir de telles cartes, c'est-à-dire avec les changements climatiques, de voir des agents infectieux ou des vecteurs qui les transporteraient, et surtout d'origine tropicale, à venir s'installer dans nos régions plus septentrionales, nous envahir, être responsable de la propagation épidémique de nouvelles infections qui n'étaient pas connues au préalable, et puis, fabriquer ce genre de carte où finalement tout est rouge, la planète et la population humaine souffrent de ce type d'épidémie nouvelle due au changement climatique. Aujourd'hui, on en est beaucoup revenu en réalité parce qu'il y a une forme ou un format d'exagération qu'on va analyser ensemble juste par la suite. Et donc certains ont aussi profité, ici c'est Bill Gates,
au travers de sa fondation, justement pour placer le sujet comme un sujet prioritaire. Il est prioritaire, mais il y en a d'autres qui sont plus prioritaires que la problématique changement climatique et maladies infectieuses. Alors, sur le thème changement climatique, moi je place toujours avec un S à chaque fois, parce qu'il y a des changements climatiques eu égard à leur hétérogénéité. On va avoir des effets directs et indirects de ces changements climatiques sur la santé des populations. Il va y avoir des effets directs sur la physiologie humaine, il va y avoir l'arrivée de nouveaux agents infectieux. C'est pas des maladies qui se transmettent, une maladie se transmet pas, c'est un agent infectieux, un microbe, un virus, une bactérie qui se transmet. Donc, il va y avoir des effets sur la qualité de l'air, il va y avoir des effets sur la qualité et la quantité d'eau disponible, et puis il va y avoir des effets sur des risques naturels, d'accord, avec des problèmes d'inondation entraînant des morbidités ou des mortalités humaines, comme on a pu le voir il y a 12-15 ans en arrière dans les épisodes Cévenol à Vaison-la-Romaine ou à Nîmes, par exemple. Et donc, dans cet exposé, je vais traiter que du sujet de l'arrivée de nouveaux agents infectieux émergents. Parce qu'en 40 minutes, ça n'est absolument pas possible de vous dresser un panorama de l'ensemble. Donc, je ne parlerai que des changements climatiques et des agents infectieux humains en particulier. Tout de même, le sujet, par exemple, des changements climatiques et leurs effets, finalement, sur les déplacements de flore, comme indiqué sur ces cartes, avec un mouvement de flore plutôt méditerranéenne. Ici, c'est ce qu'on appelle le cortège du chêne vert. Vous voyez, avec les changements climatiques, une implantation du chêne vert beaucoup plus au nord va entraîner un certain nombre de risques, notamment ici de risques dû au pollen, de risque d'allergie, qui d'ailleurs est un phénomène aujourd'hui très important dans les populations humaines, avec ce type de traumatisme que vous pouvez observer ici. Donc changement climatique et santé, oui, c'est un thème important. Ça l'est moins pour les maladies infectieuses et ça l'est plus pour ce qu'on appelle des maladies non infectieuses, donc chroniques. Ici, les allergies dues au pollen. Autre situation, eh bien, c'est les mortalités dues au changement climatique et notamment aux effets de coups de chaleur, mais sachez aussi qu'il existe des coups de froid, en réalité dont on ne parle pas. Et donc ici, vous avez finalement ces mortalités dues à ces phénomènes ici sur la droite, pour différentes villes dans le monde, ces mortalités supplémentaires dus à ces effets de coups de chaleur, comme on l'a vécu en France, rappelez-vous, il y a environ 15 ans, et puis cette forme de laxisme, finalement, de la part de nos institutions à réagir par rapport à ces coups de chaleur, notamment en ville et à Paris, avec des mortalités excessives à apparaître, et notamment chez les personnes les plus âgées. Sachez juste que l'optimum de température pour l'espèce humaine, pour tout individu que nous sommes de cette espèce, c'est entre 12 et 16 degrés. C'est l'optimum dans lequel nous avons notre optimalité finalement de survie. Oui. Ici, oui, c'est ça, mais moi je l'ai lu 16-20, si je vous les donne, c'est que je l'ai lu il y a pas très longtemps, voilà, effectivement. Mais, c'est effectivement une très bonne question, je l'ai lu récemment dans un article, et effectivement, je vérifierai. Alors je suis sûr des valeurs que je vous donne, 12-16. Voilà. Ça dépend peut-être des études et de sur quel... Probablement, oui. Ouais. Probablement. Et on commence à ne plus perdre de l'énergie voilà, dans un environnement à peu près à 27-28 degrés, quoi. Donc quand on nous impose un 19 degrés dans une salle, voilà, on perd excessivement d'énergie. Voilà. On n'en perd plus, donc je vous l'ai dit, aux environs de 28 degrés. Alors, les systèmes infectieux, je parle de système parce que vous allez avoir un agent infectieux qui se transmet d'individu à individu humain, même chose pour les animaux et les plantes, et qui vont vous donner ce qu'on appelle les maladies contagieuses. Mais la plus grande quantité des agents infectieux sont en transmission donc par des vecteurs, ou d'autres sont transmis par des animaux, on va appeler ça des agents zoonotiques, on va appeler ça pour les maladies des zoonoses, d'accord ? Et
eh bien, ces systèmes infectieux, hein, quand on y inclut l'agent microbien, qu'il soit un virus ou une bactérie, l'insecte, quand il y en a un qui est nécessaire à la transmission, ou un autre réservoir, on va appeler ça donc un système infectieux. Donc moi, mon travail n'est pas de travailler sur un virus en particulier, de travailler comment se comporte le système infectieux. Eh bien, les systèmes infectieux, ils vont être très dépendants de variables bioclimatiques comme présenté ici, hein. Beaucoup dépendant de la température, bien entendu, des précipitations. Par exemple, les moustiques nécessitent la présence pendant un certain nombre de semaines. On sait le calculer, par exemple, pour la transmission du paludisme en Afrique, c'est environ 7 semaines. Si vous n'avez pas 7 semaines d'eau pour remplir des gîtes pour la reproduction, eh bien, vous n'aurez pas, vous aurez une dynamique de propagation du paludisme qui sera très nettement affectée. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques exemples en commençant par des bactéries. Donc, bactéries qui vivent dans l'eau, qui sont du groupe des bactéries du genre Vibrio. Alors, on connaît tous Vibrio cholerae, qui est responsable du choléra, qui est une maladie foudroyante, qui n'a jamais disparu de la Terre et de la population humaine, qui est d'ailleurs, au contraire, est en train de revenir et en abondance un peu partout dans le monde, et notamment dans la sphère, dans la zone intertropicale, pardon. Et ici, on s'intéresse à la mer Baltique. Et vous voyez ici, donc, finalement, des cartes avec des couleurs différentes, finalement, d'évolution, finalement, des biomasses de ces vibrios, mais différents de Vibrio cholerae. Ce sont des Vibrio vulnificus, Vibrio parahemolyticus, qui sont transmis, finalement, aux populations humaines par la consommation de coquillages mal cuits, consommés crus, par exemple pour les huîtres, ou de poissons. D'accord ? Et donc en fonction, vous voyez, de l'augmentation de la température de surface de l'eau, mais aussi de l'évolution ici de la biomasse en chlorophylle, et bien entendu dépendant de la concentration des populations humaines, vous êtes capable de faire des cartes d'analyse du risque infectieux à ce type d'agents microbiens affectant les populations humaines, et c'est quelque chose que l'on remarque de plus en plus avec une augmentation de la température de surface de l'eau environ dans nos zones, jusque dans la mer Baltique, d'environ entre 0,8 degrés et 1,2 degrés Celsius supplémentaires par rapport à ce que l'on connaissait il y a 60, 70 ou 80 ans. Et ces nouvelles conditions, eh bien, tendent à favoriser la reproduction et la dynamique de population de ce type de vibrio. Donc, c'est-à-dire de bactéries vivant dans des systèmes côtiers. On l'observe aussi, vous voyez, en France. Alors, c'est très surveillé par l'Ifremer. Vous vous rappelez ces épisodes qui peuvent arriver, notamment en période de début d'été ou en fin d'été, où la consommation d'huîtres ou de moules est interdite tout simplement pour ces raisons-là, parce qu'il y a un fort risque pour les populations qui en consommeraient, eh bien, de contracter des vibrios qui vont généralement se développer dans votre intestin et vous donner des hémorragies foudroyantes. Vous avez peut-être passé ces épisodes-là, pour certains d'entre vous. Donc c'est ce qu'on appelle les diarrhées profuses. Là, vous êtes obligé d'aller vite aux toilettes ou d'en trouver. Et puis pour les personnes finalement qui se provoqueraient une blessure lors de l'ouverture d'une huître, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle des septicémies, c'est-à-dire la bactérie pénètre dans le système sanguin, vasculaire, etc., se développe et provoque une septicémie dont certaines personnes peuvent en mourir. Donc on observe de plus en plus de cas aujourd'hui, tout simplement parce que les conditions environnementales côtières ont évolué, notamment la température. Mais pas que la température, vous l'aurez bien compris, bien entendu, la salinité est importante et elle va dépendre des décharges d'eau douce à arriver dans les lagunes, comme là où j'habite, à Montpellier, avec ce qu'on appelle les lagunes palavasiennes. Donc, par exemple, les événements Cévenol, qu'on connaît aujourd'hui dans la région de Montpellier-Nîmes, apportent des décharges d'eau douce massives dans les lagunes, modifient la salinité actuelle, et donc tendent à aller vers des salinités moindres, d'accord, et donc permettent à ces microbes de se développer beaucoup mieux, parce que les salinités ont été diminuées dû à l'apport massif d'eau issue des pluies et du phénomène Cévenol.
Donc là, on est beaucoup plus avec cet exemple dans ce qu'on appelle les événements extrêmes et leurs conséquences sur la santé. Donc c'est actuellement très surveillé. Donc si on parle maintenant de la petite sœur de ces vibrios qui sont présentes donc en France, partout en Europe, mais aujourd'hui que l'on parle de Vibrio cholerae, c'est-à-dire la forme mortelle qui est présente dans toutes les zones intertropicales. Mais sachez qu'au 19e siècle, à 1850, à Londres, les gens mouraient de cette bactérie, et c'est d'ailleurs le démarrage de l'épidémiologie à l'anglo-saxonne avec John Snow qui commence à faire de la cartographie à l'époque et qui fait un travail remarquable. Si je vous ai présenté cette diapositive, c'est tout simplement pour vous montrer à Calcutta, en Inde, et puis à MATLAB au Bangladesh, ces séries temporelles où vous voyez, donc je crois que en noir vous avez les cas de choléra, si je me rappelle bien. Oui, vous avez en noir, vous avez les cas de choléra. Vous voyez des dynamiques épidémiques régulières avec une sorte de tempo. Donc là, on est justement dans le temps Aios. Des épidémies à se reproduire de manière assez régulière, même si les amplitudes peuvent être différentes, le rythme, lui, est le même. Il y a des sortes d'oscillations, comme dans un phénomène physique qui se passe. D'ailleurs, on utilise des procédés de mathématiques et physique pour les analyser, ce qu'on appelle ces séries temporelles. Mais quelles sont ces épidémies rythmées, vous voyez, sur sur la température, on en revient à la présentation précédente pour la mer Baltique, et sur la pluviométrie, tout simplement parce que ces conditions météorologiques vont conditionner la niche écologique dans laquelle va se développer ou pas cette bactérie. Donc voilà, d'où la nécessité, vous le comprenez, de comprendre finalement ces phénomènes épidémiologiques régulés par la météorologie et puis la climatologie locale, finalement de comprendre ces épidémies car elles sont finalement dépendantes et finalement structurées, organisées autour finalement des conditions météorologiques et climatologiques dans ces régions-là. Alors, on dispose actuellement très peu de ces séries chronologiques et les anglo-saxons dominent le monde actuellement, tout simplement parce que justement en France, on a complètement oublié de faire ces surveillances-là. Quelques instituts le font comme l'IFREMER, mais généralement, dans la recherche française, on considère que surveiller, finalement, n'est pas jouer, n'est pas faire de la recherche. Alors que les anglo-saxons inondent aujourd'hui la recherche et la production scientifique dans les plus grands journaux sur la base, finalement, de ce type de travaux. Et vous découvrirez, si je vous dis que, par exemple, la coqueluche a des mêmes rythmes d'apparition d'épidémies tous les 4 ans, à 4 ans et demi, la rougeole, c'est tous les 2 ans, qu'il y a bien une cinétique interne, une dynamique interne qui tente à voir naître ces épidémies de manière régulière. Et c'est pas en travaillant à l'intérieur d'une boîte de pétri que vous allez démontrer ces phénomènes qui sont dans le temps long, évidemment. Ces recherches qui sont faites finalement, ce qu'on appelle la dynamique de propagation d'agents infectieux, ce sont ces recherches qui informent les décisions publiques en matière de campagne de vaccination. Voilà. Et ce sont donc les anglo-saxons qui dominent aujourd'hui finalement tous ces secteurs de recherche jusqu'à l'OMS, parce que nous, en France, nous avons complètement éliminé, et toute cette recherche est faite absorber par Chronos. Et donc, la biologie moléculaire des années 85 a complètement absorbé ce mode de pensée-là. On pourra y revenir si vous le voulez. Vous voyez comment ces épidémies, elles aussi, l'épidémie de choléra dans la même zone, au Bangladesh, sont rythmées sur des phénomènes à large échelle. Ici, c'est une oscillation de l'océan Indien qui est téléconnectée avec le phénomène El Niña dont on reparlera juste après. C'est le Southern Oscillation Index, et vous voyez que les épidémies de choléra apparaissent finalement lorsque cet indice, SOI, il est en valeur minimale. Donc on appelle ça une contrephase en système dynamique.
en physique aussi, d'accord? C'est tout simplement parce que ce phénomène SOI, il indique finalement une pénétration de l'eau ou pas au Bangladesh, qui est un pays extrêmement plat. L'indicateur SOI mesure la pression atmosphérique sur l'océan. Lorsque la pression atmosphérique est faible, l'océan pénètre de manière massive très au nord du Bangladesh, vous voyez, avec ces phénomènes d'inondation et apportant ces microbes avec ce flux massif d'eau marine pénétrant dans le système terrestre du Bangladesh. Pour un autre agent infectieux sur lequel je travaille, qui est une mycobactérie, donc très très proche de la mycobactérie responsable de la tuberculose, mais aussi de la lèpre, qu'on appelle Mycobacterium ulcerans, générant ce type d'ulcère. C'est un ulcère courant, donc c'est-à-dire c'est un feu bactérien. Donc vous voyez, l'enfant ici, il a été soigné par chirurgie plastique, et il s'est présenté il y a 5-6 ans à l'OMS, où bon, il va bien, avec quand même quelques complications dues à ce qu'on appelle des néoplasies. Mais vous voyez, des agents infectieux dont on ne parle jamais, voilà les horreurs qu'ils peuvent engendrer. Et cet agent infectieux est présent donc en France, il est présent en Guyane française. Eh bien, vous voyez ici que dans le temps long, eh bien, la compréhension finalement des épidémies de cet agent infectieux qui sont en bleu, finalement, vont être d'abord rythmées par ici les premières ondulations à basse fréquence, c'est le phénomène de pluviométrie, d'accord? C'est pluviométrie durant la période des pluies, puis saison sèche, puis période des pluies, puis saison sèche, et puis vous avez une deuxième ondulation ici à moyenne fréquence. Eh bien, elle reproduit cette deuxième ondulation à moyenne fréquence ici, là, comme je vous l'ai indiqué, ou là, le phénomène El Niña qui va déverser beaucoup plus d'eau dans la sous-région d'Amérique du Sud, au nord, nord du Brésil, où se trouve la Guyane française, et puis tendant à favoriser aussi une apparition de plus de cas, comme vous l'observez ici, comme vous l'observez là. Bon, je ne vous ai pas mis les statistiques, mais les statistiques, elles apparaissent dans l'article qui accompagne, bien entendu, cette figure présente. Et donc, encore une fois, vous voyez combien une compréhension du temps long, du temps des dynamiques, donc selon Aion, ce dieu un peu malin, qui, lui, a une compréhension du temps infini, est importante pour la compréhension, finalement, ici, des épidémies, et notamment le lien qu'il peut y avoir entre ces épidémies avec un phénomène qui est ici de la variabilité climatique, le phénomène El Niño, El Niña, mais les climatologues avec qui j'ai discuté vous disent que, tout de même, la fréquence et l'augmentation de fréquence d'apparition de ces phénomènes El Niño, El Niña pour la partie Caraïbe et le nord de l'Amérique du Sud sont liés au phénomène du changement climatique. Deuxième exemple, eh bien, des agents infectieux transmis par des moustiques. Vous devez peut-être les connaître. Avez-vous ce fameux moustique qu'on appelle le moustique tigre ici? Non, qui vient vous piquer à partir de maintenant d'ailleurs, et constamment, toute la journée, c'est ça qui est affreux. Voilà, alors le moustique tigre, il est apparu d'abord ici en Albanie, et il est apparu non pas à cause du changement climatique d'un moustique qui remonterait toujours, c'est la même histoire à partir des zones tropicales et de l'Afrique, mais pourquoi? Ce moustique, il vient d'Asie du Sud-Est à son origine, qui est sa zone d'origine, essentiellement par le transport de pneus réchappés, réutilisés dans certaines zones, et en particulier en Albanie, et aller vider un pneu, vu sa structure de son eau. Voilà, eh bien c'est un formidable gîte pour des larves, pour pouvoir partir disons de Thaïlande, et puis venir accoster les côtes d'Albanie, et donc transporter avec eux ce que j'appelle des passagers clandestins. Donc l'apparition du moustique tigre n'a strictement rien à voir avec le changement climatique. Ici, il a beaucoup à voir avec le transport économique, et en l'occurrence des pneus réchappés, et pour leur réutilisation dans certaines zones du monde. Voici la situation actuelle en mars 2021. C'est la dernière carte que j'ai pu prendre de l'ICDC, donc qui est le centre de contrôle des maladies infectieuses européen. Là, toutes les taches en rouge sont les taches
aujourd'hui, voilà, où le moustique est présent. Vous voyez son développement à partir de l'Albanie, la Croatie, etc., l'Italie, toute l'Italie, d'abord le sud de la France, la bordure méditerranéenne de l'Espagne, et puis il remonte, voilà. Et donc, d'aucuns prétendent que cette remontée dans des zones plus septentrionales en France est due au changement climatique, sans souvent y apporter d'ailleurs une preuve scientifique et basée sur ce que j'appelle l'évidence scientifique. Et je vais d'ailleurs vous démontrer le contraire. Alors il y a beaucoup de travaux justement qui font appel à des travaux sur essayer de reproduire la distribution de ces fameux moustiques tigres dans un cadre de changement climatique à 2050, connaissant l'augmentation de la température. On a bien vu que les conditions météorologiques étaient nécessaires pour l'installation d'un système infectieux et de surcroît pour l'installation d'un moustique. Donc si les conditions lui sont plus favorables, il aura plus tendance à s'y installer. Donc vous avez énormément dans la production scientifique, vous voyez, de cartes. Ici c'est une carte produite à 2010, pour 2010, et ici à 2030. Si vous d'ailleurs faites le comparatif entre cette carte modélisée à 2010, vous voyez la France est pratiquement tout en rouge, et la réalité du phénomène, vous voyez que la modélisation n'est pas tout à fait proche de la réalité des faits. Mais généralement, comme partout dans tous les domaines de recherche, on revient très très rarement sur les résultats des modélisations et leur comparaison avec les résultats du passé. Donc là, vous avez une illustration comme quoi les modèles ne sont pas tout à fait parfaits parce qu'ils exagèrent quelque peu. Donc c'est ce que vous représentent ces cartes que je vais passer. Donc voilà. Alors là, je ne suis pas en train de vous déconstruire le thème changement climatique et maladies infectieuses et de vous dire que non, les maladies infectieuses ne sont pas sensibilisées par un changement climatique. La meilleure preuve que l'on ait, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on voit dans certaines zones, et en particulier en Afrique de l'Est, dans des zones donc montagneuses, on voit finalement des cas de paludisme apparaître à des altitudes supérieures, tout simplement parce que les conditions de température en particulier sont aujourd'hui favorables à son installation, alors qu'il y a 50 ou 60 ans en arrière, eh bien, le paludisme et donc les moustiques qui transmettent le paludisme ne pouvaient pas s'installer à ces altitudes-là, tout simplement parce qu'il faisait trop froid. Ça, c'est l'une des meilleures démonstrations de cet effet du changement climatique sur l'installation d'agents infectieux, de leurs vecteurs et d'une plus grande transmission de certains d'entre eux. Ici, sur cette diapositive, puisque je vous ai dit que le changement climatique ou les changements climatiques n'étaient pas obligatoirement le déterminant principal à l'installation de ces fameux moustiques tigres, Aedes albopictus, eh bien, ses collègues espagnols se sont amusés finalement à calculer le nombre, vous voyez ici, de moustiques dans l'habitacle de voiture. Voilà, et ils ont fait des mesures à partir d'une ville donnée. Et ils l'ont reproduit pour un ensemble de villes et de régions espagnoles, au départ d'une ville donnée et à son arrivée dans une autre ville. Donc vous pouvez faire une comparaison au départ, par exemple si Barcelone est quelque part, je ne sais pas où, mais bon bref, d'une ville de Tarragone, quelle qu'elle soit, même si elles ne sont pas indiquées, et de gens partant de la province de Tarragone et allant vers la région de Barcelone, justement ici, et ils ont calculé au départ combien il y avait de moustiques dans ces habitacles et combien il y en avait à la fin. Et ils l'ont reproduit pour un certain nombre de villes et donc de circulations qui vous sont dessinées ici. Et vous vous rendez compte que finalement les flux de moustiques ne sont pas dépendants des changements climatiques, mais sont surtout dépendants finalement de vos voyages. Ils embarquent avec vous, encore une fois, comme des passagers clandestins. Alors c'est un des meilleurs exemples justement qui vous démontre l'effet et l'importance des transports et des transports organisés par nous-mêmes et nos propres déplacements dans l'embarquement de ces passagers clandestins. Alors si on fait le point sur changement climatique et puis justement ces agents infectieux à transmission ici vectorielle, il s'agit donc d'une synthèse que ces personnes font dans le journal Lancet Infectious Disease à travers ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc regardez uniquement ici, parce qu'après ils décortiquent, ils vont un peu plus dans le détail. Regardez ici, ils font une synthèse sur environ à
un peu moins de 200 articles qui retiennent dans la méta-analyse. Ce qui vous montre, c'est que 54% des études montrent un effet négatif du changement climatique, c'est-à-dire que le changement climatique entraîne une plus grande distribution des aires de distribution des agents infectieux, de leurs vecteurs, etc. Mais si vous faites le calcul pour des articles qui ne démontreraient aucun effet ou qui vous démontreraient un effet positif, mais qui parlent d'effets positifs sur ce thème-là, eh bien vous avez 46% des études, ici en vert un peu plus foncé, qui vous montrent soit un effet donc du coup positif, c'est-à-dire une réduction des aires, ou soit pas d'effet du tout. Mais personne, ou très très peu de gens, se sont intéressés sur ce sujet-là aux effets positifs du changement climatique, c'est-à-dire que le changement climatique, avec une augmentation des températures, allait donner des conditions météorologiques nouvelles, quelquefois, parfois ou souvent interdisant tout système infectieux de pouvoir s'installer. Ainsi, par exemple, au Mali, dans des conditions à 42 degrés pendant plusieurs mois, sans eau, c'est bien dommage pour les populations, bien entendu, de ne plus avoir cette ressource hydrique, le cycle du paludisme ne peut plus se faire. Et donc, des agents infectieux vont aussi eux-mêmes disparaître. Donc, vous voyez comment le sujet, il est devenu aussi très tendancieux. Alors, j'en ai discuté avec des gens que vous connaissez aussi, Jean Jouzel, Hervé Le Treut, etc., ou à l'échelle internationale, comment le sujet, il a pris une orientation qui était toujours de vouloir absolument démontrer que ce changement climatique allait toujours vers une orientation catastrophique. J'ai moi-même écrit un article justement où c'est ce que je vous disais à l'instant, 2050, Bamako, Mali, où j'ai fait ma thèse, où je reconstruis un univers à Bamako sans paludisme à cause des changements climatiques. Et encore une fois, je vous le répète, sans eau, bien entendu, c'est dramatique pour les populations. Hein. Et donc, dans ce travail que je trouve assez exceptionnel, donc là, je fais encore appel et rappel à ce dieu Haïon, celui du temps long. Ici, vous avez toute une chronique de 1996 jusqu'à quasiment l'actuel de cette production scientifique sur changement climatique et maladies infectieuses, avec des couleurs que je vous expliquais. Donc, quelles sont les tendances? Eh bien, vous voyez dans un premier temps que vient le temps, au démarrage du thème, le temps de l'accumulation de résultats qui vont dans le sens de la thèse, c'est-à-dire d'une démonstration, alors ici j'utilise positif parce que c'est en fait négatif, c'est-à-dire d'une augmentation des aires de distribution des agents infectieux dans un cadre de changement climatique. Et puis ensuite arrivent finalement des études qui vont aller dans le contresens, démontrant qu'on observe des effets inverses, voire on n'observe pas d'effet du tout. D'accord ? Et donc, vous voyez le temps nécessaire, qui est le temps de la recherche, pour avoir une compréhension intégrative d'un phénomène qui est celui-là, entre la thèse, l'antithèse, pour en arriver à une synthèse. Il vous faut environ une quinzaine d'années sur ces sujets-là pour pouvoir avoir une interprétation objective juste du phénomène, tout simplement parce que les premières années tentent à aller dans le sens du théorème, c'est-à-dire de toujours démontrer que les changements climatiques ont des effets négatifs sur les agents infectieux et leur transmission. Alors un autre sujet qu'on a eu à traiter avec Harold dans le cadre de la FRB, c'est justement le rôle de la biodiversité de la santé avec l'effet de dilution. C'est exactement la même histoire. Les effets de dilution, ici, ont démarré à être démontrés. Aujourd'hui, on accumule des effets de contre-dilution, c'est-à-dire d'amplification, pour qu'à un moment, la synthèse puisse avoir lieu dans 12 ans ou dans 15 ans, où on pourra faire le point. Et que les politiques et les décideurs publics ne peuvent pas, et en aucun cas, se saisir d'un cliché instantané de la connaissance pour dire, bien évidemment, que la tendance est dans un sens, puisque je suis en train de vous expliquer qu'il faut, sur ces recherches-là, au moins 15 ans pour se faire une idée objective et synthétique de l'importance des dérèglements climatiques sur les maladies infectieuses. De surcroît, c'est une spécialité en particulier, ce sont les gens qui travaillent en entomologie médicale qui ont eu tendance à toujours mettre en évidence des effets négatifs
Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent que sur les insectes, ils ne travaillent pas sur les virus que ces insectes peuvent transporter. Et ce sont eux qui ont fabriqué ces cartes, finalement, avec des colorations un peu rouges, donc ou exagérant, finalement, les futures aires de distribution à chaque fois. Je l'avais moi-même analysé dans un chapitre de livre où j'avais analysé 3 périodes, 85-99, la période 1, celle de l'effervescence, c'est-à-dire on y va dans la production et allant dans le sens du théorème. Une deuxième période, 2000 à 2010, qui est celle des doutes, qui ne sont pas que mes doutes, qui sont les doutes aussi de l'OMS, en se disant mais c'est très curieux cette histoire, ces résultats. Voilà. Et donc arrivent donc les contre-évidences, et puis une période après 2010 qui est la période 3, qui est celle des mises au point, c'est-à-dire de la synthèse. Alors dans mes cours, et je vous ai mis cette diapositive pour le simplifier, vous savez que le gruyère, le vrai gruyère suisse n'a pas de trou. Donc autrement dit, ce qui a été produit en termes de modélisation finalement, dans un cadre des dérèglements climatiques, de modélisation de l'expansion d'agents infectieux, de l'expansion de moustiques responsables de transmission infectieuse, comme la dengue, le Zika, le chikungunya, j'en passe à des meilleurs, vous ont produit finalement des cartes mimant des tranches de gruyère, alors que finalement la réalité est plus celle de tranches démentales, c'est-à-dire avec des trous. Et on sait très bien que par exemple aux bordures de votre tranche démentale, c'est-à-dire de la bordure d'une expansion d'une espèce invasive, qui peut être ce moustique tigre, ses capacités à transmettre un virus, un protozoaire, une bactérie, sont bien moindres. Et ça, on les analyse jamais. Et puis qu'à l'intérieur de la surface de ce fromage, de cette tranche de fromage, eh bien, il peut y avoir aussi des trous, c'est-à-dire l'absence finalement du développement de l'épidémie, à cause d'autres raisons que celles des changements climatiques, qui sont finalement parce que le système sanitaire de surveillance, de soins est opérant et efficace. Je vais peut-être passer ça. Voilà. Alors, je ne nie pas, évidemment, je suis le premier à reconnaître. Souvent, quand je fais des exposés, des conférences, on me dit « mais vous êtes climato-sceptique ». Parfait, merci. Climato-sceptique, je ne suis pas du tout climato-sceptique. Ce que je dis, c'est que sur le thème des changements climatiques et des maladies infectieuses, vous l'aurez bien compris, il y a d'autres déterminants qui sont bien plus importants, et les transports économiques à large échelle, ou à l'échelle régionale, ou voire à l'échelle nationale, vous vous rappelez ces voitures à circuler en Espagne, sont bien plus importants pour expliquer l'embarquement de passagers clandestins. Alors, sur la diversité biologique, on sait très bien que des espèces d'oiseaux, des espèces de papillons, aujourd'hui, se reproduisent, s'installent environ à 180 km plus au nord qu'ils ne l'étaient auparavant, c'est-à-dire il y a 50 ou 60 ans. Ça, c'est une évidence. On le sait. Ça a été travaillé notamment par des collègues américains, mais travaillant ici en France, notamment Camilla Parmesan, donc il connaît bien ici Orsay en particulier. Voilà, donc ne nions pas cette évidence, mais là il y a un problème d'échelle quand on veut le comparer avec nos fameux, en particulier, moustiques qui transmettraient des agents infectieux viraux ou bactériens. Un moustique de ce type, son rayon d'action de vie, c'est 500 mètres. Guère plus de 2 km. D'accord ? Or, ce sont aussi des insectes, au même titre que les papillons dont je vous ai parlé précédemment. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas sensibilisés par le phénomène du changement climatique. Mais leur rayon d'action étant tellement court que ce rayon d'action est dépassé par un autre phénomène de vitesse, qui est que pour circuler de Montpellier à Lyon, 250 km, vous le faites aisément en 2h30. Et vous embarquez avec vous ces passagers clandestins et vous les distribuez de Montpellier à Lyon. Et si vous continuez vers Dijon et Paris, vous les embarquez aussi avec vous et vous les distribuez dans ces zones. Donc comment voulez-vous distinguer entre ce phénomène lent, ici, de migration de ces moustiques, voilà, qui évoluent dans un périmètre de 500 mètres de diamètre, par rapport à des phénomènes rapides qui sont ceux du transport organisé par nos activités humaines. Très difficile.
Je vais peut-être passer cet exemple pour en arriver à ma conclusion et pour respecter le temps qui m'est donné pour cette présentation. Donc vous voyez par exemple un cliché, donc on est là dans la connaissance un peu perceptionnelle. Vous voyez deux moustiques qui s'interrogent et qui sont dans un tunnel du métro parisien. Le premier interroge à Paris depuis longtemps et le second lui dit depuis les grosses chaleurs. Pas du tout. S'il est aujourd'hui chez vous, c'est à cause du transport et il bénéficie de ces transports, encore une fois, comme un passager ou plusieurs passagers clandestins. Alors voici quelques activités dans ma profession. Donc je suis, comme certainement beaucoup d'entre vous, enseignant-chercheur, fonctionnaire d'État. J'ai toujours accordé une partie de mon travail à 20 ou 30% d'actions de conseil à l'État, d'expertise. Donc voilà les travaux d'expertise pour l'État, qui sont des expertises interparlementaires, ministérielles, interministérielles, que vous pouvez avoir, puisqu'ils sont tous à disposition sous format PDF sur Internet. Plusieurs articles, donc ici en français, dans différents journaux pour la science ou des journaux plus d'appartenance médicale comme ici. Un livre orienté vers les étudiants de master et de thèse, que j'ai écrit, rédigé il y a à peu près une douzaine d'années avec un ancien doctorant à moi. Et puis, je vous remercie pour cette invitation en vous rappelant finalement ces jeux malins entre ces dieux et puis le fait que finalement dans notre histoire de la biologie moderne, eh bien, il y a un dieu qui s'appelle Chronos qui mime finalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'une absorption, pour moi, par la biologie mécanistique de tout autre domaine d'activité, en particulier du temps de compréhension long, qui est celui des dynamiciens des populations, dont on manque considérablement en France aujourd'hui. Et voilà, et puis j'ai dû laisser des diapositives pour des questions. Voilà. Je vous remercie.